Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue à ce premier webinaire de l'année consacré aux nouvelles mesures qui impacteront votre activité en 2026. Alors ce webinaire sera animé par Julie Michel, notre super juriste chez BPI France Création et elle sera accompagnée par votre humble serviteur, Virgile Duflot, également juriste chez BPI France Création. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les principales nouveautés législatives, notamment celles issues de la loi de financement de sécurité sociale, donc la LFSS, et on évoquera aussi certaines mesures en attente d'une loi de finances, puisque le budget 2026 n'est pas encore sorti, ça ne vous a sûrement pas échappé. Donc ce webinaire intéressera les micro-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, mais aussi les employeurs. Petit point technique, ce webinaire va durer environ 1 heure. Le replay et le support de présentation seront accessibles dès demain. Et à la fin du webinaire, on gardera un petit peu de temps pour répondre à vos questions. À ce titre, n'oubliez pas d'écrire vos questions dans l'onglet « Questions ». Ça va vous permettre aussi de voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Et puis à côté, normalement, vous avez l'onglet « Chat » et lui, il va vous permettre d'échanger entre vous, mais surtout de recevoir les liens utiles qui vont être distribués par notre collègue Marine dans les coulisses. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. Et c'est parti, on va commencer sans plus attendre avec les mesures fiscales. Alors, la facturation électronique, un sujet qui fait beaucoup parler. Bon, petit point de contexte, parce que la facturation électronique, c'est pas complètement nouveau. En fait, depuis 2020 déjà, toutes les entreprises françaises qui travaillent avec la sphère publique dans le cadre d'un marché public envoient déjà leurs factures au format électronique via le portail Chorus Pro, si ça vous parle. Et en fait, maintenant, en 2026, cette dématérialisation des factures, elle prend une toute autre ampleur parce qu'elle s'étend aux transactions interentreprises. En fait, cette réforme, elle va concerner toutes les transactions en B2B dès lors que les deux entreprises sont installées sur le territoire français. Alors, en termes de calendrier, qu'est-ce que ça nous donne? D'ici le 1er septembre 2026, toutes les entreprises, elles devront être en mesure de recevoir les factures au format électronique. Et donc, en fait, même si une entreprise n'émet pas de facture, elle devrait être capable de les recevoir, donc, par exemple, celle de son fournisseur. Alors, attention, à cette même date, les grandes entreprises et les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, elles devront déjà être capables d'émettre leurs factures au format électronique. Puis, deuxième partie du calendrier, à compter de septembre 2027, toutes les entreprises, donc aussi bien les grandes entreprises que les PME et TPE, devront être capables d'émettre cette fois les factures à leurs clients professionnels au format électronique. Alors, à compter de cette date, la facturation électronique, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le format papier qui va être scanné, puis envoyé au format PDF, par correspondance, par mail, bah, tout ça, ce sera plus conforme à la réglementation. En fait, pour être conforme, la facture, elle devra être créée, puis transmise à un client professionnel par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler une plateforme agréée par l'État. En fait, ça va être une plateforme partenaire de l'administration. Donc là, déjà, on a parlé de la facturation électronique qui va concerner le B2B, mais quid du B2C, c'est-à-dire dans vos échanges avec les particuliers? En fait, la facturation électronique, elle va s'accompagner d'une obligation de e-reporting avec l'administration, s'agissant de toutes vos opérations de vente et de prestation avec des particuliers et avec des entreprises étrangères. Donc en fait, vous devrez transmettre de façon agrégée par jour la date du jour, le nombre de transactions de la journée, la catégorie de chaque transaction, c'est-à-dire les ventes ou prestations, le montant total hors taxe des opérations de la journée et surtout, je pense pour eux, ce qui est important, c'est le montant de la TVA correspondante. Et si vous avez plusieurs taux de TVA appliqués, eh ben, il va falloir ventiler ces données. Donc, on sait ce qu'on doit transmettre, mais comment transmettre? L'entreprise, elle devra transmettre ce fichier de données à sa plateforme agréée, et c'est la plateforme agréée qui se chargera, elle,
de transmettre ça à l'administration. Donc, contrairement à la facturation électronique qui va se faire au fil de l'eau, la fréquence de transmission des données à l'administration, elle sera liée au régime d'imposition de TVA de l'entreprise. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais ça pourrait être 3 fois par mois ou mensuel, voire une fois tous les 2 mois. En termes de calendrier, pour le e-reporting, qu'est-ce que ça donne? Ça correspond un peu à la facturation électronique. À compter du 1er septembre de cette année, en 2026, ça concerne uniquement les grandes entreprises et les ETI, mais ça concernera tout le monde à partir de l'année prochaine, 1er septembre 2027. Bon, voilà, maintenant qu'on est briefé là-dessus, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour anticiper? Déjà, je vous invite à consulter la liste des 101 plateformes qui sont déjà agréées par l'administration fiscale. Donc, il y a une liste qui est souvent mise à jour par impôts.gouv. Et vous pouvez y retrouver, en fait, pour vous y retrouver, l'administration fiscale, elle a créé un repère visuel que vous pouvez voir sur la slide. C'est un repère visuel qui va vous permettre d'identifier clairement les plateformes qui sont bien agréées par l'État. Ensuite, il faudra tenir compte d'un second visuel qui sera dédié aux solutions compatibles. Ces solutions-là, elles vont vous permettre c'est toutes les solutions qui permettent de produire des factures conformes aux obligations de la réforme. En fait, concrètement, si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, de caisse ou de compta, je vous encourage à prendre contact avec votre éditeur pour savoir si lui va devenir une solution compatible avec la réforme. Concrètement, ça veut dire, est-ce que son logiciel va être connecté avec une plateforme agréée pour la transmission de vos factures? Voilà, il y a déjà de nombreux logiciels qui s'adaptent afin d'accompagner cette transition. Deuxième slide, l'augmentation de la CSG. La LFSS pour 2026, elle vient d'augmenter le taux de la contribution sociale généralisée, CSG, sur les revenus du capital. Initialement, on était à 9,2%, et là, on est passé à 10,6%. Donc, cette augmentation, elle va se répercuter sur les prélèvements sociaux et, in fine, sur le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, que vous connaissez peut-être sous le nom de flat tax. Normalement, le taux global, jusque-là, le taux global était à 30%, voilà, c'était 30% tout rond, et là, on va passer à 31,4%. Donc, cette hausse va impacter la taxation des dividendes, des intérêts de concours d'associés, et aussi des plus-values que vous allez faire sur les cessions de vos titres de société, les actions, les obligations. Par exception, je le précise quand même, il y a encore certains revenus qui vont se voir appliquer l'ancien taux à 9,2. Ce sera le cas des revenus fonciers et des plus-values immobilières pour les particuliers. Et voilà, je laisse la parole à ma collègue Julie pour enchaîner. Alors, on va passer, bonjour à tous déjà, je suis ravie de vous retrouver cette année. On va passer aux mesures sociales. Alors, petit point, Virginie, j'espère que les slides défilent correctement de mon côté quand je les passe. Sinon, Là, c'est moi qui viens de le faire, mais vas-y, essaye, normalement, il n'y a pas de souci. Première mesure sociale, très brièvement, on va parler de la revalorisation du SMIC, puisque comme vous le savez, comme presque chaque année, le SMIC est revalorisé. Donc cette année, au 1er janvier 2026, on est sur un SMIC horaire brut qui passe à 12,02 € et un SMIC mensuel brut qui passe à 1823,03 €. Donc ces montants s'appliquent comme d'habitude en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'exception de Mayotte. Et cette revalorisation du SMIC, elle s'accompagne, comme d'habitude, de la revalorisation du montant du minimum garanti qu'on utilise notamment pour le calcul de certains avantages en nature. Donc, pour 2026, ce minimum garanti est porté à 4,25 €. Par exemple, on l'utilise, pour vous donner un exemple très concret, lorsque l'employeur va fournir des repas gratuitement aux salariés dans le secteur CHR, il faut bien évaluer forfaitairement cet avantage en nature et on se base sur ce MG, sur ce minimum garanti. Autre mesure cette année, ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée dans l'onglet adéquate sur la hausse des
cotisations sociales. Alors, on a une hausse du taux global des cotisations sociales de certains micro-entrepreneurs, ceux qui sont imposés dans la catégorie BNC, donc des bénéfices non commerciaux, et qui ne sont pas rattachés à la CIPAV. En 2025, on était sur un taux global de cotisation qui était de 24,6%. Et bien là, depuis le 1er janvier 2026, ce taux atteint 25,6%. Apparemment, Virgile, je me permets de m'interrompre, ils ne voient pas Oui. la slide. Ils sont sur la C'est CSG. Voilà. ce que je dis aussi. Voilà. Donc là, on est normalement sur la slide hausse des cotisations. Dites-nous si ça fonctionne. C'est vrai que j'ai l'impression que ça rame un peu, parce que vous êtes super nombreux, donc ça fait plaisir, mais ça fait des petits problèmes techniques. Ok, Voilà, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Donc, on est sur une hausse de cotisation pour ce public-là particulier de micro-entrepreneurs. Dans l'onglet questions, il m'a été demandé s'il y avait une justification particulière à cette hausse. Officiellement, la raison invoquée, c'est une meilleure protection liée à la retraite, c'est-à-dire des droits supplémentaires à la retraite complémentaire. Et donc, on est sur une hausse qui se perdure depuis juillet 2024. Ce public-là particulier de micro-entrepreneurs supporte des hausses du taux global de cotisation depuis juillet 2024. A priori, pour le moment en tout cas, c'est la dernière hausse prévue. Je vous précise quand même que pour les autres catégories de micro-entrepreneurs, par exemple, les personnes qui font de l'achat-revente en BIC, on est toujours sur un taux de 12,30. Les taux de cotisation n'ont pas évolué. On est vraiment sur ce public de micro-entrepreneurs BNC hors CIPAV, où là, on a une augmentation notable. On passe maintenant à l'ACRE. Je vais te laisser, Virgile, défiler les slides, s'il te plaît. Ok, il y aura peut-être une latence, je vous préviens. Alors, l'ACRE, gros morceau cette année de la loi de financement de la sécurité sociale. L'ACRE, je vous le rappelle, c'est une aide qui prend la forme d'une exonération partielle et temporaire de cotisation sociale pendant 12 mois à côté de la date de création de l'entreprise. Petite spécificité pour les micro-entrepreneurs, l'ACRE, pour eux, va plutôt prendre la forme d'un taux de cotisation minoré qui s'appliquera jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui du début d'activité. Donc, on est sur une temporalité différente, c'est-à-dire qu'un micro-entrepreneur peut très concrètement bénéficier de l'ACRE entre 9 et 12 mois, dépendant du moment où il va créer, immatriculer son entreprise. Cette année, en loi de financement de la sécurité sociale, on a 3 gros aménagements du dispositif ACRE. Le premier, c'est un recentrage sur les publics cibles. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, jusqu'au 31 décembre 2025, on avait plusieurs cas de figure pour bénéficier de l'ACRE. On avait d'un côté les publics dits fragiles listés par le Code du travail sous réserve qu'ils bénéficient du régime microsocial, donc les micro-entrepreneurs, publics fragiles, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, etc., etc. Et puis, vous aviez un peu le reste du monde, les autres travailleurs indépendants. Au 1er janvier 2026, on n'a plus de différence entre les micro-entrepreneurs et le reste du monde. La loi de financement de sécurité sociale, elle est venue codifier une liste très précise de bénéficiaires de l'ACRE, et donc on a un recentrage, puisque désormais, quand on veut bénéficier de l'ACRE, il faut être soit public fragile, c'est-à-dire faire partie de la liste qui est énumérée à l'article L5141-1 du Code du travail. Donc, on reste sur les demandeurs d'emploi indemnisés, les personnes entre 18 et 25 ans révolus, les personnes qui ont un contrat d'appui au projet d'entreprise, etc. Donc, on a la liste. Et s'ajoute à cette liste de publics fragiles les personnes qui vont venir créer ou reprendre une entreprise implantées en zone franche ruralité revitalisation, donc les ZFRR. Ça, c'est le premier gros aménagement. Donc, vous voyez bien, on a un resserrement du public cible. Ce n'est plus ouvert à tous les créateurs d'entreprises. Deuxième aménagement important, c'est la procédure de demande qui est généralisée. C'est-à-dire qu'auparavant, seuls les micro-entrepreneurs devaient, une fois qu'ils étaient immatriculés, ça se faisait généralement simultanément, déposer une demande d'ACRE en remplissant un formulaire dédié et adéquat. Les autres indépendants en bénéficiaient automatiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toutes les catégories d'indépendants, toutes les personnes qui veulent bénéficier de l'ACRE doivent déposer une demande. Et vous avez les formulaires qui sont en ligne sur le site de l'URSSAF. N'hésitez pas, si vous voulez les demander dans le chat, on peut vous faire parvenir le lien.
Et puis enfin, le troisième gros aménagement, c'est le montant de l'exonération qui est ajusté. Très concrètement, là, on va séparer les micro-entrepreneurs des autres travailleurs indépendants. Pour les micro-entrepreneurs, je vous le disais tout à l'heure, l'ACRE, ça prend la forme d'un taux réduit de cotisation. Pour eux, rien ne change. On est toujours sur à peu près 50% du taux de croisière. Donc, par exemple, pour un commerçant, si je prends un exemple très classique, on a un taux plein de cotisation à 12,3%. Eh bien, quand ce commerçant il a l'ACRE, il a 6,2% de cotisation à régler. Non, là, je vous parle d'un ajustement du montant de l'exonération pour les autres travailleurs indépendants. On avait jusqu'à présent 3 niveaux d'exonération qui dépendaient du montant de vos revenus en réalité. Donc, pour les personnes qui avaient un revenu jusqu'à 75% du PAS, on avait une exonération de cotisation totale, puis ensuite une exonération dégressive quand on avait un revenu compris entre 75% et 100% du PAS. Et enfin, on n'avait pas d'exonération quand on avait un revenu qui atteignait ces 100% du PAS. Ce qui change depuis le 1er janvier 2026, c'est la première tranche d'exonération. C'est-à-dire quand vous avez un revenu qui est inférieur ou égal à 75% du PAS, désormais, vous n'aurez plus d'exonération totale. L'exonération sera au maximum plafonnée à 25%. On attend un décret qui doit venir fixer le montant exact de cette exonération. Néanmoins, la loi est très claire là-dessus, ça ne sera pas plus de 25%. Dernière petite précision importante qu'il me semblait nécessaire de vous apporter. Les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui relèvent du régime de la protection sociale agricole, eux, ne sont pas du tout concernés par cette réforme de l'ACRE. Il est désormais inscrit dans la loi que ces personnes-là, ce public-là particulier, continue de bénéficier de l'ACRE dans sa rédaction avant la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, eux, dispositif antérieur. Les procédures d'ACRE en cours, elles sont comme elles sont. Par contre, pour les demandes d'ACRE déposées depuis le 1er janvier 2026, eh bien, il y a l'application de la réforme que je viens de vous présenter. Virgile, à ton tour, si tu veux bien nous parler de l'évolution des cotisations sociales, je te laisse la parole. Yes, j'enchaîne. Est-ce que je marque une pause parce qu'il y a de la latence? De toute façon, pour ceux qui ne voient pas bien les slides, franchement, rassurez-vous, on vous envoie tout, tout sera disponible dès demain, voire même dès cet après-midi, si je travaille bien. Donc, vous pourrez tout à fait les télécharger et revenir dessus. Donc, je vous propose d'enchaîner sur l'évolution du calcul des cotisations sociales, puisque à partir d'avril 2026, c'est-à-dire dès la régularisation de vos cotisations 2025, en fait, la base de calcul des cotisations et contributions sociales va évoluer pour tous les travailleurs indépendants. En fait, cette réforme, elle vise à simplifier le système grâce à une assiette unique pour les cotisations sociales, d'une part, et les contributions. Donc, les contributions, c'est la CSG et la CRDS dont on parlait tout à l'heure. L'alignement de ces deux assiettes de calcul permettra d'augmenter la part contributive des cotisations, c'est-à-dire notamment la retraite, et d'un autre côté, vous allez réduire la part consacrée à la CSG-CRDS. Et tout ça sans augmenter le niveau global de prélèvement. Donc, pour faire très simple, vous ne paierez pas plus, mais ce que vous allez payer vous permettra de cotiser un petit peu plus pour la retraite. Donc, ça reste intéressant. Ça va concerner l'ensemble des travailleurs non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les professions libérales réglementées ou non, les praticiens et auxiliaires médicaux. Voilà, ils ont juste exclu les artistes-auteurs et les marins qui ont leur régime spécifique. Alors attention, quand je dis travail indépendant, là, ça ne concerne pas les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, vos cotisations resteront calculées sur la base du chiffre d'affaires que vous déclarez tous les mois ou tous les trimestres, selon votre option, sur, vous savez, le titre URSSAF auto-entrepreneur. J'enchaîne sur la slide suivante. Alors, la création d'un congé supplémentaire de naissance. Oui, la LFSS pour 2026, elle a créé un congé supplémentaire de naissance qui est destiné aux salariés pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Alors, ça inclut aussi les enfants qui sont nés prématurément avant le 1er janvier,
mais dont la date de naissance était prévue avant cette date. Petit point pratique, ce congé, il est déjà en vigueur, mais il ne sera accessible qu'à partir du 1er juillet 26. Donc, après, en fait, c'est parce qu'on attend la publication de certains décrets qui préciseront les modalités d'indemnisation, les prises de congé, voilà. Donc, on n'a pas encore toutes les infos, mais on sait déjà que la durée du congé sera d'1 ou 2 mois, au choix du salarié, que chaque parent pourra en profiter, simultanément ou en alternance avec l'autre, que pendant la durée de ce congé supplémentaire, le salarié ne pourra pas exercer une autre activité professionnelle et qu'il pourra percevoir une indemnité journalière. Alors, celle-ci ne sera pas cumulable avec d'autres prestations du style allocation chômage, indemnité journalière d'accident du travail ou maladie professionnelle. Voilà, donc ça, du point de vue réglementaire, c'est tout ce qu'on a. Mais l'assurance maladie nous a apporté déjà des précisions sur son site. Alors, on attend quand même une confirmation réglementaire pour être sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà ce qu'elle nous dit déjà. Alors, s'agissant du montant de l'indemnité journalière, le premier mois sera indemnisé à 70% du salaire net antérieur, tandis que le second mois sera indemnisé à 60% du salaire net antérieur, dans la limite du plafond de sécurité sociale, dont la valeur mensuelle est à 4 005 € au 1er janvier. Ensuite, s'agissant du délai pour prendre congé, il y a 2 cas à distinguer. D'abord, pour les enfants qui sont nés ou arrivés dans le foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ce congé supplémentaire, il devra être mobilisé dans un délai maximum de 9 mois à compter du 1er juillet. Donc ça fait beaucoup de dates à retenir, mais voilà, pour ce cas-là, en fait, vous devrez mobiliser votre congé avant le 31 mars 2027. Et pour tous les parents dont les enfants vont être nés ou arrivés dans le foyer à partir du 1er juillet 2026, le délai, lui, devra être sollicité dans les 9 mois à compter de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée de l'enfant pour les parents adoptants, bien sûr. Dernier point, s'agissant du délai de prévenance. Les parents qui souhaitent bénéficier de ce congé, ils devront bien prévenir leur employeur, hein, et le délai est fixé à 1 mois, en précisant ils devront préciser à ce moment-là la date et la durée du congé. Si la durée souhaitée est de 2 mois, ils devront indiquer s'ils veulent que le congé soit offert de manière fractionnée ou non. Ce délai de prévenance d'1 mois, il pourrait être réduit dans certaines conditions à 15 jours, lorsque, par exemple, le congé supplémentaire fait suite directement au congé paternité, maternité, d'accueil ou d'adoption. Donc, c'était presque tout, mais en parallèle de ce congé supplémentaire à destination des salariés, la LFSS, elle a instauré aussi un dispositif d'indemnité journalière supplémentaire de naissance au profit des travailleurs indépendants. Alors là, c'est pire, on est encore plus dans le flou, on attend vraiment plus de décrets, on attend vraiment les décrets d'application pour vous en dire plus. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les travailleurs indépendants qui souhaiteraient bénéficier de cette indemnité, ils devront se rapprocher de leur CPAM de résidence. Et c'est là-dessus que je relaisse la place à Julie. Je passe la slide. J'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Alors, nous allons parler retraite. Petit point, j'essaye de répondre à vos questions dans l'onglet questions. Apparemment, on a de la latence, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne recevez pas les réponses, notamment me demander des liens que je vous ai fait parvenir pour les dépôts de demande d'ACRE, l'endroit où consulter la liste des plateformes agréées par l'administration. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas les réponses arriver. Donc, après le congé de naissance, on fait un grand écart et on va parler retraite directement parce que la loi de financement de la sécurité sociale de cette année s'est aussi intéressée à ce qui concerne la retraite. Premier point, la réforme des retraites, la fameuse réforme qui est amorcée depuis 2023. Eh bien, cette année, elle est suspendue. La loi de financement de la sécurité sociale a acté cette suspension en indiquant que dorénavant, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 64 ans pour les assurés qui sont nés
à compter du 1er janvier 69. Jusqu'à présent, c'était fixé à 64 ans pour sonner à compter du 1er janvier 68. Donc, on parle de suspension. Pourquoi? Parce que très concrètement, les personnes qui sont nées entre 1964 et 1968 vont pouvoir partir plus tôt que prévu à la retraite. En moyenne, ça se joue entre 1 et 2 trimestres. On vous a fait un petit tableau récapitulatif, vous le voyez sur la slide apparaître. Donc, vous voyez l'âge légal de départ à la retraite avant la loi de financement de la sécurité sociale et celui qui est mis en place par cette loi-là. Au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, bien évidemment, cette suspension touche également la question de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Là aussi, on a une suspension, notamment pour les personnes qui sont nées en 1964 et en 1965. Si je prends l'année 64 à titre d'exemple, jusqu'à présent, il fallait avoir 171 trimestres cumulés pour avoir sa retraite à taux plein. Avec cette réforme, en tout cas avec cette suspension, il est prévu que 170 trimestres seront suffisants. Petit point important, cette suspension de la réforme des retraites, elle s'applique aux pensions qui prennent effet à compter du 1er septembre 2026. Ce délai-là, il est explicable en réalité puisque quand vous liquidez vos droits à la retraite, ça prend un petit peu de temps quand même. Donc normalement, les personnes qui vont liquider là leur retraite en janvier-février ont déjà fait leur dossier depuis quelques mois maintenant. Voilà pour cette suspension. Pour l'instant, on en est là, à attendre de voir ce que ça va donner, bien évidemment, à l'avenir, avec les lois qui vont tomber dans les prochains mois. Autre grosse nouveauté cette année, c'est la refonte du cumul emploi-retraite. Jusqu'à présent, en tout cas à l'heure actuelle, puisque vous allez voir que cette réforme, c'est pour 2027 plutôt qu'on l'envisage, on a 2 types de cumul emploi-retraite qui existent, donc qui permettent, je vous rappelle, le principe du cumul emploi-retraite, c'est de toucher sa pension de retraite et de bénéficier en même temps de revenus professionnels quand on continue un petit peu à travailler. Je vous schématise ça très grossièrement, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on a 2 types de cumul emploi-retraite, comme je vous disais, qui existent. On a le cumul intégral qui est possible et le cumul partiel plafonné. Le cumul intégral, il est possible aujourd'hui à partir de l'âge d'obtention de la retraite au taux maximum, c'est-à-dire quand on a 67 ans, et il est également possible lorsque vous atteignez à la fois l'âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir votre retraite à taux plein. Donc, si je reprends l'ancienne réglementation, par exemple, il fallait avoir atteint 64 ans pour les personnes nées en 68 et avoir ces 172 trimestres. Là, on avait un cumul emploi-retraite intégral possible. Deuxième possibilité, je vous disais, le cumul emploi-retraite partiel plafonné, c'est quand on n'était pas dans les conditions pour avoir le cumul emploi-retraite intégral. Eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale, cette année, est venue prendre tout ça, prendre une brosse, l'effacer et nous dire que pour les personnes qui vont percevoir leur première pension de retraite de base à partir du 1er janvier 2027, eh bien, on refond complètement le dispositif. On vient créer en réalité 3 situations. La première, celle de la personne qui n'a pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, donc à terme, 64 ans. Mais en tout cas, gardez en tête, je n'ai pas l'âge légal de départ à la retraite, je prends ma retraite avant l'âge légal. Dans ces cas-là, il est prévu que la pension de retraite que vous percevrez sera réduite à concurrence de vos revenus professionnels et de remplacement dès le premier euro. Donc, si vous me suivez bien, cas numéro 1, finalement, il n'y a pas vraiment de cumul emploi-retraite. On va amputer votre pension de retraite de vos revenus professionnels. Deuxième cas, où on va avoir un cumul emploi-retraite partiel, c'est vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite, mais vous n'avez pas 67 ans et vos revenus professionnels et de remplacement vont excéder un seuil qui sera fixé par décret. Pour l'instant, on n'a pas ce décret-là. On a des pistes, mais on n'a pas ce décret-là. Dans ces cas-là, la pension de retraite sera réduite à hauteur de 50% de dépassement du seuil. C'est pour ça qu'on parle de cumul emploi-retraite partiel. C'est parce qu'on va avoir un rabot partiel d'appliquer, mais vous pourrez quand même cumuler.
Et puis, troisième cas de figure qui existe déjà, c'est vous avez au moins 67 ans. Dans ce cas-là, la pension de retraite sera entièrement cumulable avec vos revenus professionnels et de remplacement. Depuis tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur le terme « et de remplacement », c'est à dessein. Pourquoi ? Parce que désormais, en tout cas dans le cadre de cette réforme, on prend en compte certains revenus de remplacement, par exemple les indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, dernier point qui me semble important de préciser, c'est que les revenus professionnels et de remplacement qui sont perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou lorsque vous concourez à un service public ne seront pas pris en compte suivant des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Là encore, on attend un décret. J'ai l'impression qu'on se répète beaucoup avec Virgile, mais gardez en tête que ces grandes lois de financement, de sécurité sociale ou loi de finances posent des cadres qui nécessitent l'adoption de décrets pour donner des directives un peu plus précises. À partir du 1er janvier 2027, on va avoir cette fameuse réforme, on va changer un peu de système de cumul emploi-retraite. On ne va plus avoir 2 strates, mais 3 strates. On va avoir la première strate, qui est le cas de la personne qui n'a pas son âge légal de départ à la retraite. Dans ce cas-là, la pension, elle va être réduite à concurrence des revenus professionnels et de remplacement, et ce, dès le premier euro. Ce qui veut dire que finalement, dans ce cas-là, on n'aura pas de cumul emploi-retraite, finalement, puisque dès que vous allez toucher du revenu professionnel, on va réduire le montant de votre retraite. Donc ça sera le premier cas. Le deuxième cas, on sera sur la situation de la personne qui a bien atteint son âge légal de départ à la retraite, mais qui n'a pas 67 ans et dont les revenus professionnels et de remplacement vont venir excéder un seuil fixé par décret, qu'on ne connaît pas encore. Pour le moment, il est prévu que dans ce cas-là, la pension de retraite sera réduite à hauteur de 50% du dépassement de ce seuil. On n'a pas encore le décret, des bruits de couloir parlent d'un seuil qui serait potentiellement fixé à 7 000 €, mais ne prenez pas ça pour argent comptant, ce ne sont que des bruits de couloir. Troisième cas, on est sur la situation de la personne qui l'a à 67 ans, au moins 67 ans, et dans ce cas-là, sa pension de retraite sera entièrement cumulable avec ses revenus professionnels et de remplacement, donc l'équivalent du cumul emploi-retraite intégral qu'on connaît aujourd'hui. Autre nouveauté importante, vous m'entendez beaucoup dire revenus professionnels et de remplacement. Effectivement, j'insiste beaucoup, mais parce que c'est une nouveauté de la loi de financement de sécurité sociale de cette année, la notion de revenu de remplacement. Désormais, certains vont être pris en compte pour le calcul des seuils et pour le cumul emploi-retraite. Par exemple, les indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et dernière précision, ces fameux revenus professionnels et de remplacement qui seront perçus lors de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou qui concourt à un service public ne seront pas pris en compte selon des conditions d'âge, de plafond, de lieu d'exercice de l'activité, etc., qu'on ne connaît pas. On attend encore un décret à ce niveau-là. Vous nous entendez beaucoup parler de décret avec Virgile, on attend des précisions par décret. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale, c'est un grand cadre qui est posé, mais un grand cadre législatif, mais qu'en général, les précisions sont apportées par le gouvernement plus tard par voie réglementaire. Donc, on a cette réforme qui est posée, qui entrera en vigueur a priori en 2027. On attend d'avoir les détails pour pouvoir vous en dire plus. Pour les employeurs, on va parler brièvement des aides à l'apprentissage. Est-ce que vous voyez la slide? Je préfère sécuriser maintenant. Moi, c'est bon. C'est bon. Donc, les aides à l'apprentissage. Alors là, c'est une nouveauté qu'il faut avoir en tête, une nouveauté pas si fraîche, mais tout de même qui date d'octobre. Vous le savez, en 2025, les employeurs qui recrutaient un apprenti pouvaient bénéficier d'un soutien financier qui prenait la forme soit d'une aide unique, soit d'une aide exceptionnelle. On ne pouvait pas avoir les deux, donc c'était l'un ou l'autre. En octobre, on a eu un texte
qui est venu modifier les modalités de versement de ces aides à l'apprentissage pour adapter le versement de l'aide à la durée réelle du contrat. Donc concrètement, pour les contrats d'une durée de moins d'1 an, on proratiserait l'aide en fonction du nombre de jours travaillés. Donc si, mettons, vous avez un contrat de 6 mois avec l'apprenti qui quitte l'entreprise le 3 décembre, je dis n'importe quoi, eh bien l'aide s'arrêterait au 3 décembre. Tout le mois de décembre ne serait pas versé. Et donc, en cas de rupture anticipée, pareil, le versement vient s'interrompre dès le lendemain de la fin du contrat. Précision apportée par le ministère du Travail quand ce décret est tombé, quand cette proratisation a été mise en place. Le ministère est venu nous dire que pour les contrats conclus depuis le 1er novembre 2025, on suspend les versements des aides jusqu'en mars 2026, le temps que la mécanique de proratisation se mette en route. Et puis pour les contrats signés avant le 1er novembre 2025 et qui étaient toujours en cours au moment où cette règle est tombée, eh bien, les paiements vont continuer normalement jusqu'à la mi-février. Et puis là, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé et ajuster aux besoins, notamment exiger un remboursement partiel s'il y a eu rupture anticipée du contrat d'ici là. Précision très importante, et c'est surtout là-dessus que je voulais insister, c'est que je vous disais tout à l'heure, en 2025, on pouvait avoir au choix une aide unique ou une aide exceptionnelle. Eh bien, sachez que l'aide exceptionnelle à l'apprentissage, pour le moment, n'a pas été reconduite. Elle avait été mise en place par un décret qui disait clairement qu'elle était applicable pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2025. Ce décret n'a pas été modifié. On n'a pas eu de nouveau texte pour venir mettre en place une prolongation. Donc, pour le moment, gardez en tête qu'il n'est plus possible de bénéficier de l'aide exceptionnelle à l'apprentissage pour les contrats conclus depuis le 1er janvier. Peut-être qu'un décret va paraître dans l'année pour réactiver cette aide, mais pour le moment, ça n'est plus possible. On passe à la suite. Super. Alors, l'entretien de parcours professionnel, ça c'est une mesure qui est en vigueur déjà depuis octobre 2025. Désormais, l'entretien professionnel du salarié, qui était organisé jusque-là tous les 2 ans, il va être remplacé par l'entretien de parcours professionnel. Cette nouvelle organisation, ça vise à offrir une plus grande souplesse tout en assurant un suivi régulier du parcours professionnel du salarié. Alors concrètement, cet entretien, il doit intervenir pour la première fois au cours de la première année suivant l'embauche du salarié. Et ensuite, si le salarié fait encore partie de l'effectif de l'entreprise, il bénéficiera de cet entretien tous les 4 ans. Il y aura aussi un état des lieux récapitulatif qu'il faudra tenir. Jusque-là, c'était tous les 6 ans, et là, c'est reporté à tous les 8 ans. C'est étendu. Concrètement, cet entretien, il devra aborder 5 thématiques obligatoires. D'abord, les compétences et les qualifications mobilisées par le salarié dans son emploi actuel, sa situation et son parcours professionnel, ses besoins de formation, ses souhaits d'évolution professionnelle, et aussi à l'activation de son CPF, de son compte personnel de formation. L'idée de l'entretien, c'est d'aborder aussi les potentiels abondements que l'employeur serait susceptible de financer sur ce compte. Donc ça, on l'a dit, c'est déjà applicable depuis octobre 2025, mais pour certaines entreprises et branches qui sont couvertes par un accord collectif qui porte sur des entretiens professionnels, là, ça commence, si je ne dis pas de bêtises, à partir du 1er octobre 2026. Donc, ils ont encore jusqu'à octobre pour se mettre en conformité. Le travail dissimulé. Alors, petit rappel, le travail dissimulé, ça désigne le fait pour un employeur ou un travailleur indépendant de ne pas déclarer tout ou partie de son activité aux organismes sociaux ou fiscaux. Donc, par exemple, ça peut être le fait pour un employeur d'embaucher un salarié sans déclaration préalable à l'embauche. Mais pour un travailleur indépendant, ça va être le fait d'encaisser des prestations en liquide sans les déclarer. Donc, en cas de constat de travail dissimulé à l'issue d'un contrôle de l'URSSAF, l'entreprise s'expose à l'heure actuelle à un redressement de ses cotisations et contributions sociales majoré de 25%. À compter du 1er juin 2026, cette majoration, elle passera de 25 à 35%. Et en cas de circonstances aggravantes, par exemple
l'infraction porte sur l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, et ben cette fois, la majoration, elle va passer de 50 à 50% à 40%, c'est l'inverse. Elle va passer de 40% aujourd'hui à 50%. Ça ne diminue pas, malheureusement. Et je te redonne la main, Julie. Alors, on va parler de l'encadrement des prescriptions d'arrêt de travail, comme vous le voyez. En fait, c'est une petite slide pour vous parler d'un point qui a fait couler un peu d'encre dans la presse quand même, quand ça a été adopté pendant la loi de financement de Sécu. Il est prévu, en fait, pour tenter d'enrayer la croissance des dépenses qui sont liées aux indemnités journalières, de cadrer un peu plus la durée des arrêts de travail, et ce, à partir du 1er septembre 2026. À partir de cette date, et sauf dérogation, la durée de l'arrêt de travail prescrit par le médecin, la sage-femme ou le chirurgien dentiste ne pourra pas excéder un plafond qui sera fixé par décret. Vous le voyez à l'écran, la loi a déjà un peu cadré les choses en disant que ce plafond sera au minimum d'1 mois pour le premier arrêt de travail et au minimum de 2 mois en cas de prolongation. C'est-à-dire que le décret pourra dire finalement, je dis n'importe quoi, arrêt initial 3 mois, prolongation 5 mois, mais la loi dit qu'on ne pourra pas descendre en dessous d'un 1 mois pour l'initial, 2 mois pour la prolongation. Donc on vient cadrer la durée des arrêts de travail. Bien évidemment, des dérogations seront possibles, puisqu'on est sur un domaine qui est médical, donc c'est quand même le médecin, le soignant qui sait si vous avez besoin d'un arrêt plus long. Et donc le soignant pourra tout à fait choisir de déroger à cette limitation de délai s'il justifie sur la prescription de la nécessité d'une durée plus longue au regard de votre situation. Précisons également que les obligations qui pèsent sur les médecins, elles s'alourdissent à compter de cette même date, puisque quand ils vont vous faire un arrêt de travail, qui donne lieu à l'octroi d'indemnités journalières, puisque c'est ça le fond du problème, ils vont non seulement devoir indiquer sur le document qui est transmis à la sécurité sociale les éléments d'ordre médical, ce qui est déjà le cas, qui justifient l'arrêt de travail, mais devront aussi indiquer les motifs qui justifient l'interruption de travail, ainsi que la durée de l'interruption de travail. J'ai cherché un peu parce qu'on se posait la question, la différence entre éléments d'ordre médical et les motifs qui justifient l'interruption de travail. On a trouvé des exemples. Et l'exemple le plus parlant que j'ai pu trouver, c'est par exemple, vous allez voir le médecin demain, vous êtes cuisinier, vous allez voir le médecin parce que vous avez mal au ventre, le médecin vous diagnostique une gastro-entérite, vous dit, voilà, arrêt de travail. Le médecin, en remplissant la prescription, devra indiquer au niveau des éléments d'ordre médical que vous avez une gastro, ça c'est l'élément médical, et pour le motif de l'arrêt, il devra écrire impossibilité de travailler au contact d'aliments, étant donné la nature de la pathologie du patient. Voilà, donc il devra être vraiment précis sur le pourquoi vous êtes en arrêt. On en a fini avec Virgile, des mesures principales actuellement en vigueur, quand bien même on attend quand même des précisions réglementaires qu'on ne manquera pas bien sûr de publier au fil de l'eau sur le site BPI France Création. S'agissant de ça, j'ai vu une question qui demandait si on ferait un nouveau webinaire pour reparler de ce qui va sortir. Non, mais par contre, on va sûrement faire des podcasts peut-être, et puis surtout, on va continuer à publier des actualités, donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, comme ça, vous restez au courant. Exactement. Avant de repasser la parole à Virgile sur des mesures un peu en stand-by ou par exemple la franchise en base, qu'est-ce qu'il en est puisqu'on n'a pas de budget, je voulais juste vous faire un petit point sur le budget justement. Vous le savez, ça fait la 2e fois consécutive qu'on n'a pas de loi de finances en fin d'année. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Elle est plutôt bien engagée, alors bien engagée en termes de publication, j'entends, puisque le texte a été adopté par l'Assemblée nationale mardi suite au 49.3. Vous avez dû le voir passer dans à peu près toute la presse, généraliste et spécialisée. Et depuis ce matin, 10h30, le texte de la loi de finances pour 2026 fait l'objet d'un examen au Sénat. Donc on a quand même bon espoir que d'ici février, courant février, peut-être mi-février comme l'année dernière, on ait un peu plus de visibilité sur les nouveautés fiscales qui vont nous attendre, nous, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, employeurs, etc. Mais en attendant cette publication, on a 2-3 petites choses à vous dire en matière fiscale.
Et notamment, je vous le disais, sans spoiler la présentation de Virgile, on va vous parler de la franchise en base de TVA. Ouais, le gros morceau, vous vous en souvenez peut-être, parce que début 2025, ça avait fait couler beaucoup d'encre, la fameuse réforme de la franchise en base qui prévoyait la création d'un seuil unique de 25 000 euros pour tous les secteurs d'activité. Bon, finalement, cette réforme, elle a été annulée. Donc aujourd'hui, et en l'absence de loi de finances pour 2026, les seuils de la franchise en base sont toujours fixés à 85 000 euros pour les entreprises qui réalisent des activités de négoce, de vente à consommer sur place et de prestations d'hébergement. Et en parallèle, 37 500 euros pour les entreprises qui réalisent toutes les autres prestations de services, en fait, quand on exclut la vente à consommer et les prestations d'hébergement. Bon, comment ça marche la franchise en base? On refait un petit topo là-dessus. En fait, lorsque vous dépassez l'un de ces deux seuils, selon votre secteur d'activité, vous sortez de la franchise en base dès le début de l'année suivante, au 1er janvier de l'année suivante. Si vous dépassez l'un des seuils renforcés, c'est les deux autres cases, si vous voulez regarder la slide, donc respectivement de 93 500 ou 41 250 euros, là, vous sortez de la franchise dès la date du dépassement. Là, vous sortez immédiatement. Si vous voulez, on va reprendre l'exemple qui est fourni dans la slide. Imaginez que vous êtes une entreprise de prestation de services, donc vous êtes plutôt intéressé du coup par les blocs gris. Vous réalisez 40 000 euros de chiffre d'affaires en 2026. À 40 000 euros, vous dépassez déjà les 35 500, les 37 500. Donc ça veut dire que vous devrez facturer la TVA dès janvier 2027, dès janvier de l'année suivante. Maintenant, imaginez que vous apercevez en septembre 2026 que vous avez encaissé 2 000 euros supplémentaires, ce qui fait passer votre chiffre d'affaires à 42 000. À 42 000, là, vous passez au-dessus du seuil renforcé de 41 250. Et donc là, vous devez faire application de la TVA dès la date du dépassement, dès cet encaissement qui, dans l'exemple, est au 28 septembre 2026. Alors, voilà comment ça fonctionne. Excusez-moi. Petit conseil quand même, si vous vous rendez compte en avance que vous allez probablement dépasser les seuils, prévenez votre service des impôts, voilà, faites-leur un mail. Eux, ils vont vous inviter à choisir un régime de TVA, donc soit le régime normal, soit le régime réel simplifié. Et à ce moment-là, quand vous aurez fait votre choix, ils vont vous transmettre un numéro de TVA et surtout un mode d'emploi. Très intéressant parce qu'il va vous permettre de savoir à quoi va ressembler votre déclaration et comme ça, vous saurez mieux comment la remplir en fait. Voilà. Après, depuis tout à l'heure, on parle de sortir de la TVA, dépasser les seuils, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences au fait de sortir de la franchise en base? Il y a 3 choses à savoir. Quand vous sortez de la franchise en base, vous devez facturer la TVA à vos clients. Donc, alors impliquant le taux de TVA adéquat, donc généralement ce sera un taux normal à 20%, mais ça peut être un taux réduit selon votre activité à 10 ou 5,5. Deuxième chose, si vous la facturez, ensuite vous devrez la déclarer et reverser à l'État la TVA collectée. Parce que vous la facturez à votre client, mais malheureusement, elle ne va pas dans votre poche. Ensuite, troisième point qui est plus positif pour le coup, c'est dès lors que vous n'êtes plus sous la franchise, vous pouvez déduire la TVA que vous avez payée sur vos propres achats. Petit exemple, imaginez que vous êtes un graphiste indépendant sous la franchise. Et lorsque vous allez acheter une tablette graphique à 1 200 euros, vous allez payer 1 000 euros de tablette, mais vous allez aussi payer 200 euros de TVA pour un taux à 20%. Donc en fait, comme un particulier, vous ne pourrez pas récupérer cette TVA. Au contraire, si vous sortez de la franchise, là, vous aurez un droit à déduction de cette TVA. Donc, vous pourrez bénéficier d'un crédit de TVA qui pourra éventuellement être remboursé par l'administration. D'autres petits rappels, parce que la franchise en base, ça intéresse quand même beaucoup de monde. On parle depuis tout à l'heure des seuils de la franchise en base, qu'il ne faut pas confondre avec les seuils de la micro-entreprise, sur lesquels Julie va revenir tout à l'heure. Ça, c'est vraiment des seuils décorrélés. Vous pouvez tout à fait être micro-entrepreneur sans bénéficier pour autant de la franchise. Et d'ailleurs, vous pouvez être micro-entrepreneur et être sous les seuils de la franchise et malgré tout, décider, faire une option pour refuser de bénéficier de la franchise parce que pour vous, c'est plus intéressant
de bénéficier du mécanisme dont je parlais juste avant pour déduire la TVA. Voilà, ça c'est vraiment à étudier au cas par cas. Et deuxième rappel, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise, n'oubliez pas d'ajouter sur toutes vos factures, il y a une mention obligatoire à faire figurer, c'est la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. CGI, c'est Code général des impôts. Parce que certes, vous n'êtes pas redevable de la TVA, mais toutes vos opérations, ils y sont quand même assujettis. Donc, n'oubliez pas cette facture, cette mention sur la facture. Et à ce sujet, je rebondis sur ce que je dis, c'est qu'à partir de cette année, en septembre 2026, tout le pan TVA du Code général des impôts, en fait, il va être déplacé dans un autre code existant, le Code de l'imposition des biens et services, le CIBS, on va dire. Donc, en fait, cette fameuse mention que je viens de vous citer, elle risque potentiellement de changer. Donc là, encore, on prend des méga pincettes, parce que ça n'a pas encore été annoncé par l'administration fiscale, mais on peut supposer que cette mention, elle sera remplacée par TVA non applicable, article L223-9 du CIBS, parce que c'est là que la franchise en base va être déplacée. Voilà, c'est tout pour la franchise en base. Et on continue avec la tolérance concernant les frais de transport. Alors, vous le savez sûrement, les employeurs, ils ont l'obligation de prendre en charge 50% du prix des titres de transport de leurs salariés pour leur trajet domicile-travail. Cette prise en charge, elle est exonérée socialement elle bénéficie d'une exonération sociale. Et depuis 4 ans, entre 2022 et 2025, la prise en charge volontaire jusqu'à 75% du prix des titres de transport par l'employeur, elle était également exonérée. Alors, ce régime particulier, ce régime exceptionnel, il devait prendre fin au nouvel an le 31 décembre 2025, mais à défaut de budget pour 2026, il y a eu un communiqué du bulletin officiel de la sécurité sociale qui nous a précisé que ce régime était maintenu à titre temporaire, tant qu'on n'avait pas de budget. Donc, jusque-là, rien ne change. C'est la même chose pour les pourboires. Voilà, pour le secteur hôtelier, restaurant, café et tous les autres secteurs qui pratiquent le pourboire. Ces pourboires, ils sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, à condition qu'il y ait 2 conditions remplies, que ces pourboires soient perçus directement par le salarié en contact avec la clientèle, et que la rémunération mensuelle de ce salarié soit inférieure à 1,6 SMIC. Voilà. Donc ça ne concerne pas les travailleurs indépendants, mais voilà, sachez que tant qu'on n'a pas de budget pour 2026, vous pouvez appliquer ce dispositif d'exonération des pourboires dans les mêmes conditions que 2025. Et Julie, je te redonne la main. Merci beaucoup. J'étais en train de répondre à des questions. Il y en a certaines que je vois beaucoup passer. Je pense qu'on y répondra à la fin, notamment sur le coût des plateformes agréées, tout ça, pour éviter de répondre à chacun individuellement. On fera une réponse collective à la fin. Virgile, vous... Yes, super. Vous le disiez, voilà, on va parler des seuils du micro en attente de la loi de finances. Pourquoi je voulais aborder ça avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que les micro-entrepreneurs, vous le savez, bénéficient d'un régime fiscal simplifié qui s'applique tant que vous ne dépassez pas certains seuils de chiffre d'affaires ou de recettes fixés par la loi. En principe, ces seuils font l'objet d'une révision triennale. Et donc, la dernière révision, elle est intervenue en 2023. Donc, normalement, 2026, on devait avoir une révision de ces seuils-là. En l'absence de loi de finances pour le moment, pas de révision des seuils. Donc, les seuils toujours applicables sont ceux que vous voyez à l'écran. Ils sont fixés à 188 700 € pour tout ce qui est activité de négoce, vente à consommer sur place, fourniture de logement, hors location meublée. On a un seuil qui est fixé à 70 700 € pour toutes les autres prestations de services qui relèvent des BIC et les professions libérales qui relèvent des BNC. Et enfin, on a un seuil qui est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme non classés. Donc, vous le savez, je vous disais, régime fiscal simplifié, tout simplement parce que le bénéfice imposable qui est pris par l'administration pour calculer le montant de votre impôt, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires sur lequel elle applique un abattement qui est également fixé par la loi et qui n'a pas non plus changé.
Donc, pour les activités de négoce, vente, etc., on est toujours sur un abattement de 71%. Pour les prestations de services, on a un abattement de 50% pour celles qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et 34% pour celles qui relèvent des bénéfices non commerciaux. Et pour les locations de meublés de tourisme qui ne sont pas classées, on a un abattement de 30%. Ça, c'était les mesures en l'absence de loi de finances. Comme je vous le disais, on a bon espoir qu'elles sortent rapidement. Et bien évidemment, ces items-là, que ce soit la franchise en base de TVA, si les seuils sont amenés à changer, les seuils du micro, si les règles de franchissement de seuil sont amenées à changer avec la loi de finances pour 2026, on publiera ça sur notre site. C'est en accès libre. Donc, bien évidemment, je vous invite à continuer à suivre les actualités du site pour être informé au plus près de ces modifications législatives. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, parce qu'on parle beaucoup des lois de finances, on parle beaucoup des nouveautés, sachez qu'en fin d'année 2025, on a un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui a également été déposé, qui est toujours en train d'être examiné. C'est un projet de loi qui peut venir vous impacter directement. À savoir que le but de cette loi-là, si elle sort, c'est de développer des outils beaucoup plus performants pour détecter les fraudes. Forcément, les administrations doivent s'adapter aux évolutions du numérique qu'on connaît tous. Une détection plus efficace des fraudes, adaptation de ce qui existe déjà et sanctions plus pertinentes vis-à-vis des développements numériques. Et enfin, renforcement des moyens de recouvrement. Alors, je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert de toutes les mesures contenues dans ce projet de loi, déjà parce que cette loi, encore une fois, est en discussion, donc rien n'est acté. On est vraiment sur quelque chose qui est pour vous ouvrir un peu l'esprit sur ce projet de loi, mais rien n'est acté, rien n'est en vigueur, tout est soumis à discussion et rien même n'a été voté pour le moment. Donc, gardez en tête que voilà, ce que je vous dis, à prendre avec des pincettes. Mais concrètement, dans ce projet de loi, on retrouve des mesures qui sont là pour favoriser le décloisonnement des échanges d'informations entre administrations. Typiquement, il serait prévu, par exemple, qu'un agent des douanes qui travaille sur une enquête judiciaire pourrait être autorisé à communiquer à l'agent des douanes ou à l'agent du fisc qui est en charge de faire un contrôle fiscal des infos qu'il aurait récupérées beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour lever les barrières, si vous voulez, administratives, permettre aux administrations de communiquer pour lutter contre les fraudes. On aurait également des obligations qui seraient fixées pour les demandeurs d'emploi qui vivent à l'étranger, qui seraient obligés, s'ils veulent continuer à percevoir leurs allocations chômage, de disposer d'un compte bancaire domicilié en France ou dans l'Union européenne pour pouvoir tracer les versements faits par France Travail. Et puis, on aurait aussi, toujours dans le cadre d'une lutte contre la fraude et dans une volonté de responsabiliser les personnes titulaires du compte personnel de formation, le CPF, de mettre des verrous. C'est-à-dire qu'il serait désormais prévu que pour mobiliser les droits inscrits sur le CPF, donc en gros, pour utiliser cet argent-là pour financer une formation, vous seriez dans l'obligation de vous présenter aux évaluations et aux examens. Si vous ne le faites pas, des sanctions pourraient être prévues. Par exemple, on pourrait vous obliger à rembourser les sommes qui correspondent au paiement de votre formation. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une volonté générale d'améliorer encore, parce que c'est quand même des choses qui reviennent assez souvent sur le tapis, mais d'améliorer vraiment beaucoup la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Voilà pour ce qui était des nouveautés de l'année. Allez, c'est le petit instant promo avant de passer aux questions. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, je voudrais présenter vraiment rapidement le Pass Créa. Le Pass Créa, c'est notre boîte à outils complètement gratuite, développée en interne par notre équipe pour vous aider à construire votre projet de création d'entreprise. Dans cette boîte à outils, vous allez retrouver un parcours en 10 étapes pour vous guider pas à pas de la validation de votre idée jusqu'au lancement de l'entreprise. Vous aurez des formations sur l'entrepreneuriat en e-learning, un business plan en ligne, aussi un guide méthodo pour vous apprendre à pitcher votre projet à des investisseurs, à des banques par exemple. Plein d'autres choses. Vous avez un carnet aussi pour prendre rendez-vous avec nos réseaux d'accompagnement partenaires, un coffre sécurisé pour ranger vos documents. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça, mais
sincèrement, n'hésitez pas à vous créer un compte. Vous n'aurez peut-être pas besoin de tous les outils, mais à mon sens, le pass est une vraie aide précieuse pour ceux qui veulent se lancer. Et on enchaîne sur les questions-réponses. Julie, as-tu identifié des questions? Oui, j'en ai quelques-unes. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur combien ça coûte une plateforme agréée dans le cadre de la Ouais, facturation électronique, je j'ai vu aussi. recontextualise. Est-ce que leurs prestations supplémentaires sont payantes? Comment je fais pour choisir? Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, à toutes ces réponses, c'est oui, la plupart sont payantes. Oui, la plupart vous proposent des services supplémentaires parce que c'est un peu leur fonds de commerce malgré tout. Par exemple, j'ai en tête des plateformes qui vont au-delà de la facturation électronique, vous proposer des prestations de suivi de mise en recouvrement de vos factures. Donc, tout ça sont des services payants. Combien ça coûte? Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de réglementation à ce sujet-là. Faites jouer le jeu de la concurrence, tout simplement, pour trouver la plateforme qui, financièrement parlant, vous semble la plus intéressante pour votre activité, qui propose les services les plus adéquats pour vous, avec laquelle, l'ergonomie vous semble la plus adaptée à la façon dont vous gérez votre entreprise. Là, il n'y a pas de réponse toute faite. J'aimerais pouvoir vous dire, voilà, une plateforme agréée, ça coûte 100 € par an, mais pas du tout. C'est vraiment à voir au cas par cas. Ouais, il faudra faire son benchmark. Ensuite. Ensuite, j'ai vu passer une question, plusieurs fois la question aussi. Alors là, c'était lié à ce que disait Virgile sur la franchise en base de TVA et le changement de la mention obligatoire. Donc, comme vous disait Virgile, en fait, ce changement de mention va certainement résulter de la recodification des dispositions en matière de TVA. Alors, quand on parle de recodification, c'est un mot un peu pompeux, mais grosso modo, c'est de prendre tout ce qui est dans le Code général des impôts relatif à la TVA et de le déplacer dans le Code de l'imposition des biens et des services. On dit à droit constant, c'est-à-dire qu'ils prennent les textes, ils changent de code, donc forcément, ils changent de numéro. Cette recodification-là, elle est prévue pour le 1er septembre 2026. Donc, a priori, quand les textes seront transférés, et je dis bien a priori, la mention devrait changer. Généralement, quand une chose de cette nature se produit, l'administration ou le ministère concerné va communiquer dessus. Donc là, il y a fort à parier que cet été, on a une petite actualité sur le site des impôts qui s'adresse aux micro-entrepreneurs en leur disant « Attention, les dispositions relatives à la franchise en base changent de code. Donc, vous pensez bien sur vos factures à changer la référence du code dans la mention qui va bien. » Donc, pour ça, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant, bien sûr. Alors, on demande également si les auto-entrepreneurs cotisent au CFP, donc j'imagine la contribution à la formation professionnelle. La réponse est oui. N'hésitez pas, alors bien évidemment, à consulter les contenus encyclopédiques qu'on met en ligne à ce sujet. Vous avez également le site auto-entrepreneur.ursaf.fr qui fonctionne avec un jeu de questions-réponses, si vous voulez, et qui vous donne toutes ces informations-là également dans le détail, et notamment qui vous fournit les taux de CFP qui s'appliquent selon votre secteur d'activité. Je vous mets le lien là pour la personne qui a posé la question. Mais voilà, ça fait partie effectivement des contributions qui sont à payer. Je me permets, je prends un peu de temps, je passe sur la liste des questions, parce qu'on a déjà évoqué beaucoup de choses et répondu en ligne à beaucoup de choses. Voilà. Alors, désolé Julie, j'ai passé une question sur est-ce que les micro-entrepreneurs sont concernés par la facturation électronique? Du coup, oui, parce qu'en tant que micro-entrepreneur, en tout cas à la franchise en base, si vous êtes à la franchise en base, vous n'êtes pas redevable, mais vous êtes quand même assujetti. Vos opérations sont assujetties. Donc, oui, à partir de
comme on disait en tout début, à partir de septembre 2026, vous devrez être capable de recevoir les factures de vos clients professionnels. Et à partir de l'année prochaine, septembre 2027, ce sera à vous d'être capable d'émettre vos propres factures électroniques sur les plateformes agréées pour vos clients professionnels. Et alors, une dernière question qui revient beaucoup, toujours sur la facturation électronique. Alors, il y a eu beaucoup la question de est-ce que les micro-entrepreneurs sont concernés? Donc là, je réitère les propos de Virgile, mais vous êtes concernés dès septembre 2026 parce que vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques qui seraient émises par vos fournisseurs qui, eux, seraient dans l'obligation d'en émettre. Par contre, vous n'êtes tenu légalement, vous, micro-entrepreneurs, d'émettre des facturations électroniques qu'à compter de septembre 2027. Une question très intéressante a été posée. Une personne m'a demandé et moi, si je veux passer dès maintenant, je suis micro-entrepreneur, si je veux y aller dès maintenant, est-ce que je peux? La réponse est oui. Il y a une foire aux questions qui est en ligne sur le site internet des impôts, sur la facturation électronique qui est très très bien faite, qui répond à toutes ces questions-là notamment. Et en fait, la deadline qui est fixée par la loi, c'est une deadline impérative. C'est-à-dire qu'on considère qu'en septembre 2027, vous devez être en ordre de marche et être capable de le faire. Mais rien ne vous interdit de basculer dès maintenant. Vous pouvez tout à fait décider, quitte à prendre une plateforme pour être capable de recevoir des factures, de vous mettre en ordre de marche et de progressivement entrer dans la facturation électronique dès septembre 2026. Gardez juste en tête que la deadline, c'est septembre 2027. À partir de là, vous faites un peu comme vous le souhaitez et comme c'est le plus adapté pour vous. Concernant la CFE, il n'y a pas de changement. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, j'imagine. Alors, à date, là tout de suite, non. En attente de la loi de finances pour vous dire si oui ou non on attend un changement particulier relatif à la cotisation foncière des entreprises. Autre question, est-ce qu'il y aura un webinaire spécifique SASU sur les mêmes sujets? Non, la réponse est non. On ne va pas faire un webinaire spécifique au SASU. Par contre, on a des contenus sur notre site qui sont dédiés au SASU. Donc, je vous invite à les consulter directement. Est-ce qu'il faut consulter les 100 plateformes agréées pour faire une idée, pour choisir sa plateforme de facturation électronique? Alors, j'espère que vous trouverez votre bonheur avant de consulter les 100 plateformes. Mais oui, malheureusement, c'est un peu comme chez un coiffeur ou un boulanger. Malheureusement, ça reste un prestataire. Donc, voilà, si vous en faut 10 pour vous décider, tant mieux. S'il faut en consulter 30 et demander des démos sur 30, allez-y. Sachant que, gardez en tête, dans la liste des plateformes agréées, vous avez aussi certaines plateformes qui sont poussées par les établissements bancaires. Donc, peut-être que votre conseiller bancaire peut vous orienter vers une plateforme qui pourrait vous convenir. C'est aussi un des professionnels qui est dans l'entourage de votre entreprise et qui vous connaît peut-être suffisamment pour vous orienter vers la bonne plateforme. Pareil pour votre expert comptable si vous avez un expert comptable. N'hésitez pas aussi à prendre ces professionnels-là comme point d'entrée pour vous guider un peu, parce qu'effectivement, là, comme c'est quelque chose qui se lance, vous allez avoir toutes les plateformes qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, donc ça peut faire beaucoup d'informations à traiter. Peut-être que voilà, votre entourage professionnel peut vous guider vers le bon choix. Du coup, il y a Emeline qui demande s'il y a un site de référence qui fait cette liste. Du coup, c'est le site des impôts. Donc là, pour l'instant, la liste elle comprend 101 plateformes. Donc, a priori, elles sont toutes sérieuses si elles ont été agréées par l'État. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et alors, on a une question. Est-ce qu'on a le RFR pour cette année, le taux de versement libératoire et le barème de l'imposition sur le revenu? Malheureusement, non. Parce que ce sont des choses qui sont définies par la loi de finances chaque année, dans l'article 2 en règle générale, pour être très précise, de la loi de finances. Et comme je vous le disais au préalable, la loi de finances n'ayant pas été encore publiée ni même définitivement votée, puisque le Sénat planche dessus, je pense qu'ils vont faire une petite pause déjeuner, mais ils vont s'y remettre dès cet après-midi, on n'a pas encore les nouveaux barèmes. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour des questions qui étaient posées. Oui.
Il va être temps pour nous de vous libérer, de vous laisser aller déjeuner. C'est l'heure de Et manger. puis, c'est l'heure de manger. Et puis surtout, alors je tiens à vous remercier d'avoir été présents aujourd'hui, de nous avoir écoutés attentivement, de toutes les questions qui étaient très pertinentes et qui ont été posées, d'avoir supporté ce Tellement petit nombreux qu'on couac a fait péter live. Livestorm. Ouais. Voilà. Et je vous invite à venir nous retrouver lors du prochain événement Big à l'Accor Arena à Paris le 8 octobre 2026. C'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en France. En C'est un Europe, même. événement qui, en France et en Europe peut-être, c'est un événement qui est vraiment superbe. Toute l'équipe d'experts est présente. Donc Virgile sera là, je serai là, Marine en coulisses et Delphine en coulisses seront là. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir avec vos questions, on est aussi là pour ça. Et puis, écoutez, quoi vous souhaiter de plus qu'une nouvelle fois une très bonne année, un grand merci d'avoir été là, et puis une très belle fin de journée. Allez, bon courage tout le monde.